j'y suis allée. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été pour moi la découverte de ce que j'appelle un monde parallèle, quoi. Parce que moi, j'avais pas du tout l'habitude de sortir. On en avait parlé un petit peu avec toi, Mathieu, mais j'avais pas l'habitude de sortir de l'entreprise entre guillemets en tant qu'ingénieur d'études. Bon, ces dernières années, un peu plus parce que justement, avec cette casquette de manager, on se rend un peu plus. Et là, en fait, j'ai été mise en contact avec le public qu'on voit dans les startup weekends, c'est-à-dire des entrepreneurs, des étudiants, d'autres professionnels, les agences de développement économique. Et en fait, ce bouillon de culture-là, ça m'a vraiment, j'ai adoré ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai rebondi de personne en personne. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment démarrer ma démarche réseau, sans savoir que c'était vraiment, Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Chloé Briand qui vous aide à mettre en place l'intelligence collective dans vos pratiques professionnelles. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, je reçois Chloé Briand. Chloé, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, très bien. Je te remercie de m'inviter sur ce podcast. Rencontre totalement par hasard sur LinkedIn. Je me rappelle plus du contexte. Si tu avais vu un de mes posts, tu m'avais envoyé un message un peu bizarre sur la crise de la quarantaine. Et j'avais cru à un message automatique, donc je t'avais dit ok, c'est pas mal comme approche, mais c'est un peu bizarre de m'aborder comme ça, pourquoi pas? Non, je n'avais pas parlé de crise, je précise. J'avais effectivement, j'ai vu des points communs entre nos parcours. Et j'avais pu constater qu'on avait fait, on était sortis d'école d'ingénieur la même année et qu'on avait, on était passé dans l'entrepreneuriat la même année aussi. Donc on avait et du coup, comme on avait à peu près le même âge, j'imagine, je me suis dit on est dans cette phase de réflexion qui est un petit peu avant les 40 ans, mais moi j'aime pas trop appeler ça la crise de la quarantaine, mais en tout cas cette phase de réflexion où on se pose des questions, et on se remet un peu avec à la vue de l'expérience qu'on a là, 10-15 années derrière nous, on commence on se repose des bonnes questions, on va dire. Et quand on a échangé, on avait parlé justement de cycles, de concordance des cycles de vie professionnelle où après une quinzaine d'années d'avoir gravi les échelons dans les entreprises, etc., on est amené souvent à se poser beaucoup de questions sur son avenir. C'est ça, oui. Alors voilà, est-ce que ça arrive Alors j'ai lu un livre qui s'appelle Le Bon Moment, qui explique un petit peu aussi que c'est peut-être pas un hasard que ça se fasse à ce moment-là, parce que finalement 40 ans c'est un peu la moitié de sa vie aussi, hein, globalement, et que on est sur un point aussi qui pourrait être un point de bascule où on se dit est-ce qu'on continue comme ça sur les choix qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou est-ce que on vient se questionner sur les autres voies possibles à explorer, quoi. Bon, donc tout ça a du sens et donc du coup on a échangé sur ton parcours, sur ce que tu faisais maintenant et sur plein d'autres choses et j'ai trouvé ça super intéressant, donc on a décidé de faire un épisode ensemble.
Je Ouais. suis ravi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, du coup, Chloé? Alors, tu peux d'abord te présenter en tant que personne et ensuite tu peux te présenter professionnellement. C'est assez libre comme exercice finalement. D'accord. Une petite présentation ou Bon, on a 2-3 heures devant nous, donc vas-y, hein, souvent les... non, ça va. Mon parcours est pas aussi dense que ça pour occuper 2-3 heures, mais bah, donc moi alors, disons que je suis ingénieur de formation. C'est-à-dire que ça fait comme on le disait à l'instant, ça fait, 14 ans en fait que je travaille, en tant qu'ingénieur. Alors, avant j'étais en région parisienne, donc sur Paris et puis j'ai quitté, en 2010, c'était en 2016 pardon. En 2016 j'ai quitté pour des raisons personnelles justement, et je me suis installée avec ma famille, dans le sud à Toulon. Parce que c'était une région que j'appréciais beaucoup personnellement parce que voilà, j'avais passé mes vacances, scolaires à Toulon, dans l'enfance et puis, on s'est dit voilà avec mon mari, bah, ça serait sympa de s'y installer à l'année et donc de trouver, à travailler sur place, pour permettre ce projet-là. Et donc, on a décidé de faire un épisode sur Toulon aujourd'hui. C'est ça. J'ai axé ça oui, j'ai axé sur Toulon, c'est pour vous faire la pub de la région. Alors, Toulon, voilà, c'est pas en termes professionnels, c'est vrai qu'on est entre, Marseille et Nice. Donc, c'est aussi, on va dire, il y a des possibilités à la fois à Marseille et à Nice. On est à peu près, au centre, donc ça permet d'aller voir, dans ces villes-là, dans ces agglomérations-là pour avoir des opportunités professionnelles. Mais c'est vrai que Toulon, voilà, c'est pas Paris, c'est-à-dire c'est une petite agglomération, c'est un port, hein, un port militaire et c'est globalement, la partie, navale de défense qui fait vivre la région, en fait. Et c'était ça qui m'intéressait aussi dans ton parcours, c'est Mmh. toute ton expérience dans le naval, dans le naval de défense. Tu peux nous raconter qu'est-ce que tu faisais, Ouais. qu'est-ce que tu avais comme fonction là-bas? Alors en fait, je dirais quand je suis arrivée en 2016, à Toulon, effectivement, bah, avant ça, pour, raconter un petit peu mon parcours avant, c'est que quand j'étais à Paris, j'étais dans l'automobile, donc du coup pendant, jusqu'en 2016, c'est ça. J'étais chez PSA Peugeot Citroën. Et donc j'étais en fait sur, ingénieur maîtrise des risques. Donc je faisais de la sûreté de fonctionnement pour ceux, qui connaissent, qui font de la donc il y a c'est la en fait, c'est des études dysfonctionnelles, hein, vérifier comment les systèmes dysfonctionnent pour mettre en sécurité, les clients. Donc c'est l'utilisateur globalement. Donc c'est pas de la qualité, c'est vraiment de la sécurité. Et j'étais, ingénieure d'études et quand je suis arrivée donc à Toulon, là effectivement j'ai changé de secteur. Parce qu'ici, comme on le disait, voilà, c'était pas l'automobile, mais plutôt le naval de défense avec la base navale de Toulon. Et là, j'ai eu une expérience de manager, c'est-à-dire que j'avais une équipe de 3 à 4 ingénieurs et on faisait justement, on c'était toujours dans le management des risques, pour la base navale. Donc c'était couvrir en fait les risques liés, aux installations, électriques, de soutien en fait des bâtiments, donc des bateaux de la base navale. Donc c'était vraiment, voilà, des études de maîtrise des risques, de sûreté nucléaire, un peu d'études qualité aussi pour, qualité projet. Et puis j'ai fait ça pendant 3 ans. C'est une période professionnelle que tu as appréciée de manière globale? Ces 3 dernières années justement, Oui. alors moi en fait, c'était ma première expérience de management donc ça a été hyper enrichissant pour ça. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le poste est très, très intéressant dans le sens où, j'avais, effectivement cette équipe qui dépendait en fait d'une équipe qui était à Brest. Et en fait, donc à côté de la base navale de Brest et donc il y avait eu cette équipe qui avait été créée au moment où je suis arrivée. Bah, à l'époque, elles étaient que 2, c'était 2 personnes seulement, qui avaient été là pour être au plus près de la base navale de Toulon, qui avait des besoins similaires en fait à ceux de Brest et donc c'était une équipe locale déportée. Donc là, l'idée, c'était de structurer un peu ce secteur-là. Donc j'avais je dirais, un poste de responsable de secteur en fait, développé commercialement et puis au niveau des affaires, voilà le secteur de Toulon et mettre la main à la pâte parce que comme c'était, voilà, c'est des petites équipes, donc du coup, j'intervenais aussi sur les projets. Mais moi, j'imagine le travail
en bureau d'études dans un milieu militaire comme ça, beaucoup de paperasse, beaucoup de procédures, beaucoup de process compliqués, beaucoup de Alors, contraintes finalement. Est-ce que je me trompe ou... non, tu te trompes pas beaucoup. Bah, globalement, déjà dans la maîtrise des risques, c'est ça. Et puis effectivement, d'autant plus dans ce secteur-là où, justement, oui, il y avait au niveau de la réglementation et des dossiers, en fait, à composer, il y avait un certain nombre de contraintes, sur notamment sur le type de dossier, la forme des dossiers. Donc oui, c'est assez, réglementé. Donc c'est un processus, très, voilà, de remise de dossier qui est très clair, et donc oui, il faut être prêt aussi à justement, il faut être très rigoureux, et puis voilà, amener l'équipe à travailler aussi de façon rigoureuse là-dessus, quoi. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile justement dans la partie management après Alors qu'est-ce que alors c'est en fait, pour moi, le manager, c'est un peu comment dire? Un super-héros, quoi. C'est-à-dire il doit avoir, énormément de compétences, je dirais très, très larges. À la fois à amener son équipe à voilà, à se développer en compétences, à avoir, réunir toutes les conditions pour qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions. Voilà, de travailler avec eux aussi, mais comme je disais, mettre la main à la pâte, c'est-à-dire travailler avec eux, et donc pouvoir s'intégrer aussi dans le travail d'équipe, voilà, sur de l'opérationnel. Après, il y a la partie commerciale, développer au niveau, voilà, trouver des nouveaux clients, structurer le secteur aussi, et notamment justement, comment dire? Hem, on a dû faire en sorte, en fait, de mettre en place, l'ISO 9001, en fait, dans l'agence. Donc du coup, on avait aussi on était rentré dans un processus de qualité aussi. Donc il y avait cette partie-là aussi de structuration du secteur, de ce point de vue-là. Donc pour moi, oui, c'est avoir un éventail de compétences, et en fait, voilà, il faut être bon partout de mon point de vue, et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que naturellement, on a tous comment dire? Son point ses sujets de prédilection, et puis c'est difficile d'être au même niveau sur chaque pan de ce que c'est que le travail de manager. Donc ouais, c'était très enrichissant, et puis, et en même temps, voilà, j'ai sûrement, et je sais que j'ai fait des erreurs sur certaines choses, mais en tout cas, voilà, pour la suite, c'est sûr, c'est une expérience qui m'aura bien fait progresser, auquel je pense pour, pour la suite de mon parcours, quoi. Et c'est quoi les erreurs justement que en tant que manager junior, qu'est-ce que tu ne referais plus si tu devais reprendre un poste de management dans Hem, le futur? alors, ça serait alors moi, j'ai tendance moi, ce qui me plaît, c'est ce dont je me suis rendu compte, en fait, plus tard, après avoir fait cette fameuse phase où j'ai réfléchi sur moi-même. J'aime beaucoup être dans des environnements où vraiment comment dire? Où il y a de la nouveauté, où il y a de la transformation, où on améliore les pratiques de travail. Ça, c'est des environnements dans lesquels, je m'épanouis le mieux, finalement, et c'est pour ça que je suis, si bien, actuellement, en fait, au final. Hem, mais en fait, je pense que peut-être l'erreur que j'ai faite, bah, une des erreurs là, c'était de comment dire? De vouloir peut-être, aller un peu trop vite, voilà, je pense que j'aurais dû, faire en sorte de mieux amener ce changement-là, en fait. J'ai voulu peut-être amener des méthodes de travail qui étaient en fait celles que j'avais aussi, que je trouvais intéressantes, parce que moi j'avais un «background» entre guillemets de travail dans des gros groupes, finalement, parce que voilà, j'avais travaillé plusieurs années donc dans le groupe, PSA Peugeot Citroën, donc c'était Stellantis maintenant, et du coup j'avais en tête aussi des méthodes qui fonctionnaient bien, chez PSA, en tout cas dans mon service, et le fait peut-être d'avoir voulu, les mettre en place pour structurer justement le secteur dans mon nouveau, dans l'équipe. Je pense que voilà, j'aurais dû, faire ça plus pas à pas, et peut-être que certaines personnes se sont pas forcément retrouvées immédiatement, heu, dans cette transformation des pratiques, en fait. Donc D'accord. On mmh. va, ouais, on va y revenir parce que ça fait une bonne transition avec la suite de l'épisode. Mais c'était quoi ces bonnes pratiques justement que tu voulais, si pas si tu t'en rappelles?
mais ces bonnes pratiques que tu voulais importer un peu d'un groupe. Par exemple, c'est des choses qui restent assez simples finalement, mais c'est pas plus de management visuel. C'était ça, vraiment, par exemple, la gestion de ces livrables en management visuel, des réunions de service. Alors, j'appelle ça réunion de service, mais en fait, c'est réunion d'équipe. C'est simplement un moment, voilà, toutes les semaines où on fait le point tous ensemble. Sur la semaine à venir, sur est-ce que tout est clair pour chacun, est-ce que on a en tête les prochains livrables à livrer, est-ce qu'il y a encore des questions, voilà, des points durs sur lesquels il faut solliciter, soit les clients, soit moi, soit la hiérarchie. Voilà, je dirais que c'était principalement ça parce qu'en fait, avant que j'arrive, il y avait que 2 personnes comme je le disais tout à l'heure, donc c'était une toute petite équipe et effectivement à 2, les personnes travaillaient main dans la main en mode binôme et là l'idée c'était voilà de développer le secteur donc quand je suis partie, on était je crois 4 ou 5 donc on peut pas non plus avoir les mêmes méthodes de travail en binôme qu'à 4 ou 5. Voilà, l'idée c'était voilà, développer, structurer le secteur. Donc donc voilà. Ok, C'était pas forcément des méthodes, voilà, des choses compliquées, mais en tout cas des quelques bonnes pratiques issues, voilà, qui permettaient de structurer quoi, le ok, travail et surtout, moi mon idée, voilà, c'était qu'on puisse se dire les choses et que que les problèmes entre guillemets puissent être évoqués avant que ce soit trop compliqué à gérer, par exemple. complètement. Et je vais faire le feignant aujourd'hui. Je vais te laisser faire la transition avec le sujet du jour, qui est, je fais un petit spoiler, l'intelligence collective. Ouais. Euh, du coup, bah voilà, Alors, comment on passe de manager responsable de la qualité dans le naval à ce que tu es sécurité même, aujourd'hui. ouais. Je te laisse faire Ouais. la présentation. En fait, du coup, en fait, j'ai quitté cette expérience-là en 2019. Oui, c'est ça, 2019. Et en fait, là, j'avais 2 solutions. Soit je me dis que, je poursuis dans le même type de poste au final. Soit, je commence à réfléchir justement, je me pose des questions que ça fait Mm. longtemps que je me suis plus posées en tout cas. Et puis, voilà, en me posant ces questions, je me dis voilà, j'essaye d'explorer d'autres voies. Et finalement, après réflexion, je me suis dit bon, c'est le moment justement avec ce recul que j'ai, c'est à peu près 15 ans d'expérience, c'est le moment d'aller, de me poser, de prendre un peu de temps et de me poser des questions et de savoir, voilà, si j'ai envie de continuer comme ça ou pas. Et donc là, je me suis retrouvée un peu, face à ce que j'appelle une page blanche parce que je savais pas, vers où partir, en fait. Je savais qu'il y avait des choses que j'avais appréciées et d'autres moins, mais je savais pas trop, vers quelle direction aller et en fait, au fur et à mesure, les premières semaines, voilà, où j'ai quitté mon activité pro, je suis allée sur internet un peu comme tout le monde et puis je regarde dans les job boards et puis en fait, je savais pas trop, quoi chercher en fait comme travail. Et en fait, je suis tombée par hasard sur comment dire, une communication qui parlait d'un hackathon en fait. Un hackathon, c'est un startup week-end en fait. Et là, c'était un Océan Hackathon qui avait lieu à Toulon donc en 2019 en octobre. Et c'était le lendemain soir. Et là, je me suis dit oula, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et pour le coup, là, j'étais pas du tout familière avec ce type d'événement et je sortais vraiment de ma zone de confort. Mais je me suis dit: «Bon, j'ai l'intuition qu'il faut que j'y aille». Donc du coup, je me suis organisée et puis, j'ai réussi à m'inscrire au hackathon. Je me disais: «Mais il y aura peut-être même plus de place», mais en fait non, j'y suis allée et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été pour pour moi la découverte de ce que j'appelle un monde parallèle, quoi. Parce que moi, j'avais pas du tout l'habitude de sortir, on en avait parlé un petit peu avec toi, Mathieu, mais j'avais, pas l'habitude de sortir de «l'entreprise» entre guillemets, en tant qu'ingénieur d'études. Bon, ces dernières années, un peu plus parce que justement, avec cette casquette de manager, on se rend un peu plus. Et là, en fait, j'ai été mise en contact avec voilà, le public qu'on voit dans les startup week-ends, c'est-à-dire des entrepreneurs, des étudiants, d'autres professionnels, les agences de développement économique. Et en fait, ce bouillon de culture-là, ça m'a vraiment, j'ai adoré ça.
Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai rebondi de personne en personne. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment démarrer ma démarche réseau, sans savoir que c'était vraiment voilà, faire une démarche réseau, être dans le networking. Et c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Et pour voilà, pour faire la transition avec l'intelligence collective, c'est que dans ce réseau-là d'entrepreneurs avec lesquels je suis restée en contact depuis ce hackathon-là, et ben il y avait une facilitatrice et puis en intelligence collective. Et du coup, voilà, l'opportunité veut que il y avait un moment une formation, elle a organisé une formation. Et là, je me suis dit: «Bah, je sens que là, je sais pas encore ce que je veux faire pour plus tard, mais je sens que c'est quelque chose, qui est, quoi qu'il arrive, ça me servira». C'est des groupes, de l'animation de groupe, ça je suis sûre que ça me servira. Et du coup, je me suis inscrite à cette formation. Et en fait, voilà, je me suis dit, bah, non seulement je me suis dit que oui, j'avais bien fait et que, moi je découvrais ce thème-là, mais on va Mm. en parler un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est maintenant depuis, l'année dernière, je me suis lancée là-dedans en me disant: «Bah, voilà, j'ai envie que ça soit un pan à part entière de mon activité, en fait». Non, bah, on va arrêter l'épisode là, je pense qu'on est bien. Non, Non, par rapport à ce que tu disais avant qu'on aille plus loin sur ce sujet, je te rejoins complètement. Des fois, quand on débute sa carrière, qu'on rejoint une entreprise, souvent on gravit les échelons dans l'entreprise, ça nous arrive de changer aussi, de changer de boîte, de job, etc. Mais on évolue dans un écosystème fermé. ouais, c'est On ça. n'a pas forcément la chance qui nous est donnée par l'entreprise d'aller à l'extérieur. Alors moi, j'ai eu la chance d'être dans un écosystème interne très vaste. Donc, j'ai fait des magnifiques rencontres. J'étais commercial, donc j'ai rencontré beaucoup de clients. J'ai rencontré d'autres collègues commerciaux. Et c'était Mmh. souvent des personnes souvent très expérimentées, donc très ouvertes. Donc, ça m'a permis un peu de nourrir, mais finalement, de nourrir qu'un réseau interne à l'entreprise. Et quand on Ouais, sort de ce réseau-là, quand on se dit, bon, bah, on se dit, mais en fait, mon réseau, il est inexistant. Parce que ces gens-là, ils te servent à rien, en fait, une fois que tu es sorti. Parce que même leur propre réseau n'est souvent qu'un réseau interne. Et finalement, bah voilà, tu te retrouves un petit peu. Et je pense quand tu as t'as fait la découverte d'un univers plein d'énergie, en fait, plein de bouillonnant. c'est Alors, ça. l'entreprise Bah, a des ouais, énormes avantages, mais je pense que tu as dû être complètement bah submergé par cette énergie-là, quoi, je pense, c'est ça? et bah, exactement, je dirais pleine d'énergie et plein pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est, des énergies qui vont dans le sens de la transformation. C'est-à-dire que Mm. effectivement, les entrepreneurs, par définition, sont toujours en mouvement, sont jamais parce qu'en permanence, finalement, on se réadapte en permanence, au à la réalité du marché, au terrain, aux tendances, à notre offre, elle évolue tout le temps. Et donc c'est des personnes qui ont cette habitude de toujours être en mouvement, de toujours se remettre en cause, être en veille aussi permanente sur, voilà, sur les tendances, sur comment je me positionne, quels sont les besoins. Donc il y a cette veille, et qui dit veille dit, apprentissage en fait, qui sont, dans l'apprentissage continu. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était ça qui me manquait, entre autres, c'était un peu ça qui me manquait, en entreprise. Même si voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été très bénéfiques pour moi, dans mes dernières expériences. Mais voilà, je pense que il me manquait, cette partie, voilà, apprentissage, développement, rencontrer des gens d'horizons différents pour, justement pour innover aussi, parce que voilà, l'innovation est à la croisée des chemins comme on dit. Et c'est en allant, s'inspirer auprès à l'extérieur, en fait, aussi à l'extérieur, à ces écosystèmes extérieurs comme tu le cites, qu'on vient, alimenter, nos pratiques avec, de la nouveauté. Et Par c'est contre, ça qui m'a beaucoup plu. bah oui, et puis, mais par contre, à contrario, j'ai l'impression que nous, ayant vécu, ayant un passé dans l'entreprise, Ouais. plutôt un passé généreux et très formateur, finalement, on a des choses si on comprend cet écosystème d'entrepreneuriat ou de petite entreprise, on a des choses à apporter à cet écosystème parce que ton expérience passée, elle est quand même assez sérieuse et généreuse, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Bah, par définition, et je dirais même, développer son écosystème, la démarche réseau, par définition, c'est, moi j'aime bien le représenter, par 2 étoiles qui rayonnent en face à face. C'est, bah, à la fois on va venir, bah, trouver de l'inspiration parmi voilà cet écosystème d'entrepreneurs, en l'occurrence, là, dans notre cas, mais on va aussi à venir apporter, bah, son expérience et là en l'occurrence pour moi c'est plutôt de grands groupes ou, de grosses entreprises dans cet écosystème-là. Donc, on a aussi effectivement toutes nos compétences et notre expérience de notre vie d'entreprise qu'on vient apporter en fait à ce monde startup et même aux PME, hein, même parce que après dans ces écosystèmes-là, il y a aussi beaucoup de responsables d'entreprises Ah bah oui, oui, bien plus sûr. implantés, mais qui sont plus, on va dire, qui sont moins, c'est pas des gros groupes quoi, donc qui sont aussi, qui peuvent aussi être inspirés par d'autres méthodes, d'autres pratiques. Donc ça marche bien dans les deux sens, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant en fait. Carrément. Carrément, carrément. Je pense qu'on a une bonne dynamique d'épisode. Jusqu'à présent, tu t'en tires très bien. Merci parce que c'est une Mais première là, alors. ouais, alors, mais là, je pense qu'on est devant le premier piège possible pour toi. Donc attention, Chloé. Voilà, Il faut que tu nous je dises stresse. qu'est-ce que l'intelligence collective en restant passionnante. Surtout en restant passionnante. Voilà. OK, alors, qu'est-ce que c'est de l'intelligence collective? Alors, pour ça, je vais te demander d'imaginer quelque chose. Imagine-toi un moment, essaye de te remémorer un moment où, tu as été dans un contexte, bah, soit professionnel, mais, pas seulement, hein, ce qui peut être avec tes amis ou dans un cadre familial, associatif, où, bah, vous étiez en groupe, vous travailliez en fait finalement sur quelque chose, vous réfléchissiez sur un sujet et en fait chacun donnait ses idées, participait, rebondissait sur les idées des uns des autres, et finalement au bout d'un moment, bah, tu t'es dit: «Mais, attends, mais je me souviens même plus de qui est sorti l'idée, quoi». Alors, je visualise très bien cette situation. C'est Ça m'est vrai? arrivé. Et au bout d'un moment, je pense que ça a nourri aussi mon épuisement de ce type de réunion ou de ce type de Ah, c'est moment vrai? où tu essayes de mûrir quelque chose en groupe et il n'y a jamais rien qu'en sort de. Parce que tout le monde donne des idées, puis au final, au bout d'une heure, Ah oui, alors tu ça, es ouais, resté sur la dernière idée où finalement tu sais même plus où tu vas. Donc, ah effectivement, bah, je sais en pas si fait, ça. ça c'est, on va dire, c'est de l'intelligence collective, mais tu as raison de souligner, ce processus-là, en fait, disons que cette dynamique-là, cette émulation, alors déjà d'une part, il faut que chacun soit satisfait d'y avoir participé. C'est-à-dire qu'il y a une Mm. notion d'écoute et de confiance, dans chacun des membres du groupe. C'est-à-dire que les gens doivent oser s'exprimer et être satisfaits. C'est-à-dire que finalement, ils ont eu le sentiment d'avoir apporté quelque chose au groupe. Donc si déjà tu en sors avec une insatisfaction, là, il y a quelque chose qui est un peu bancal. Donc l'intelligence collective, c'est ça, c'est vraiment chacun contribue au groupe, mais le groupe aussi, répond aux besoins de chacun. Donc ça marche dans les 2 sens. Et la deuxième chose, donc que tu fais bien de remarquer, c'est effectivement la nécessité, bah, d'avoir quand même un cadre qui permette justement d'éviter que ce soit de la discussion, libre, et qu'il y en ait pas grand chose qui en sorte. L'idée étant de toute façon qu'il y a un objectif précis à la fin de la séance ou de l'ensemble des ateliers. L'idée, c'est que voilà, on amène le groupe à un objectif précis en étant garant, en tout cas c'est le rôle du facilitateur, mais de la méthode de travail collaborative, donc du processus qui fait qu'on a travaillé sur cet objectif. Et finalement, bah, le rôle du facilitateur, il est assez neutre. Bah, l'idée, c'est voilà, il garantit sa neutralité. Il n'a pas d'expertise en fait sur le contenu. Par contre, il doit s'assurer qu'à la fin, on puisse en ressortir avec quelque chose, mais on ne sait pas en fait ce qui va en sortir. On va répondre à un objectif, mais finalement, on amène le groupe à travailler sur cet objectif, mais on peut pas garantir, c'est pas on n'a pas le résultat, on saura pas ce qu'il est. Parce qu'en fait, si le résultat tu le connais d'avance, c'est que c'est pas de l'intelligence collective au final, c'est que tu as amené le groupe à adopter une solution qui était connue d'avance. Oui, Et ça, là, c'est ce que les ouais. grands groupes adorent faire. C'est on vous donne le choix de décider d'un truc qu'on a déjà décidé et vous allez voir, vous allez converger vers notre solution. Bah, ça, non, non, Mhm. effectivement. Non, une vraie séance d'intelligence collective, voilà, on a suivi un processus qui est rigoureux finalement, et c'est ça qui me convient bien aussi moi en tant qu'ingénieur, c'est que finalement je m'y retrouve aussi parce que c'est pas l'anarchie. En gros, c'est vraiment cadrer chacun pour que chacun puisse, heu,
profiter au groupe du mieux qu'il peut et en même temps répondre à ses propres intérêts pour qu'il soit voilà dans la satisfaction de ce travail et les amener à travailler sur un objectif. Je confirme, Chloé est extrêmement bien organisée. Elle m'a envoyé un plan d'épisode à suivre à la lettre. Je n'ai pas le droit de dévier. C'est très strict. On Ah est non, non, obligé. non, j'ai pas dit que tu avais pas le droit de suivre. Et du coup, j'ai une question candide qui me vient à l'esprit. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de manière concrète le déroulement d'un atelier d'intelligence collective et du coup, quelles sont les différences avec un atelier collectif classique, comme on peut les voir Oui. dans lesquels on peut participer de manière habituelle? Peut-être en donnant un déroulé ou quelque chose d'assez concret. Mmh. Euh, Alors un atelier d'intelligence collective, en fait, il y a plusieurs thèmes possibles. C'est à partir du moment où on est dans un groupe et dans un collectif, en fait, ça s'applique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, avoir, des thèmes très diversifiés auxquels on va pouvoir répondre via l'intelligence collective. Si on prend, par exemple, le thème on va dire de l'évolution professionnelle, et la transition professionnelle, dans tous les cas, donc l'atelier, il va démarrer avec, donc on prend soin des individus, c'est ce qu'on disait. Il va démarrer par une phase qu'on appelle en fait une phase d'inclusion, où l'idée c'est d'ouvrir le groupe. C'est un peu dans le principe de voilà, on ouvre un travail, un espace de confiance, une bulle collective, et à la fin, donc au début on l'ouvre, à la fin on la ferme. Déjà, on se met dans des conditions où chacun a toute son attention pour pouvoir travailler sur un objectif particulier. Donc l'ouvrir en fait, c'est vraiment voilà, c'est la phase d'inclusion. Donc simplement, c'est déjà définir le plan de vol, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de vol, mais quel va être l'objectif de cet atelier, comment ça va se dérouler, quel est le planning en fait, par exemple de la journée ou de la demi-journée. Donc les gens, ils arrivent à se projeter aussi là-dedans. Ensuite, on va définir un certain nombre de règles. Alors là, je vois de venir, tu vas dire oui, oui, c'est très très strict. Voilà, c'est des règles qu'on se crée en groupe. Dans l'idéal, c'est que chacun va dire qu'est-ce qui est important pour moi. Voilà, pour moi, ça va être déjà de me sentir écouté. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se sent écouté? C'est déjà simplement, c'est pas compliqué, c'est simplement, par exemple, éteindre ses portables et se dire, on garantit au groupe que on touche pas au portable pendant la séance. Comme ça, on est vraiment pleinement dans la séance, dans l'écoute active et vraiment voilà, dans la séance, prêt à travailler de façon concentrée. Donc voilà, le plan de vol, les règles. Ces règles-là, on les définit, voilà, on les définit tous ensemble. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir s'engager tous ensemble à respecter ce cadre qui permet de passer, de travailler voilà, de façon concentrée sur la séance, comme je le disais. Après, ce qu'on appelle en général, tu as dû sûrement voir, le plus simple déjà, c'est donc la phase d'inclusion où on va se poser tous ensemble, et déjà, le plus simple, ça peut être une météo intérieure, ce qu'on appelle un météo intérieur, tout simplement dire, c'est se dire simplement comment vont chacun aujourd'hui. Et on peut faire ça en tour de table ou en mode, ce qu'on appelle un peu en mode popcorn, qui veut s'exprime. Chacun dit où ils en sont. L'idée étant que voilà, c'est vrai qu'en réunion, moi ça m'est arrivé en entreprise, c'est que des fois on sent les gens un peu, parfois des personnes qui sont un peu sèches en réunion, et en fait c'est peut-être simplement parce qu'ils ont eu un souci perso le matin, et qu'en fait ça n'a rien à voir avec le sujet du moment ou l'animateur ou quoi que ce soit. C'est juste que la personne a eu ce petit souci, et voilà. Et c'est toujours bien de pouvoir voilà, de poser les mots pour que chacun soit rassuré là-dessus. Donc c'est l'objet justement de cette météo, mais ça peut être fait d'une autre façon. Donc ces parties-là, voilà, c'est vraiment le début des ateliers. Après, on peut faire même un centrage pour vraiment se sentir ici et maintenant. Dans l'intelligence collective, on dit on travaille sur des aspects tête, corps, cœur. Souvent, en tout cas dans l'ingénierie, nous on est très tête, c'est-à-dire très cérébral dans le raisonnement. Là, l'idée c'est aussi d'aller amener les gens à s'ouvrir à d'autres choses, donc au cœur, donc finalement aux émotions, chose qu'on a un peu qui sont pas forcément très développés en entreprise globalement, mais ça, il y a des avancées qui se font et c'est vraiment bien.
parce que ça permet aussi de voilà, simplement de dire comment on va, d'avoir un peu l'audace de se dire aussi: «Bah, j'ose, parce que je sais comment vont les gens, maintenant je vais pouvoir oser participer et donner mes idées». Donc Ok. et après on rentre dans le vif du sujet, donc dans l'atelier en tant que tel et là, ça va dépendre en fait du thème, qui est choisi. Par exemple, dans le thème de la transition, on peut partir par exemple sur un co-développement professionnel, ça peut être ça. C'est une méthode dans laquelle, le groupe va se mettre à la disposition d'une personne qui va exprimer sa problématique professionnelle. Par exemple, là, j'en ai sous les yeux parce que j'avais quelques, c'est des choses que j'ai animées donc on avait une personne, qui nous avait demandé de travailler sur, comment je fais pour m'écouter, pour savoir que je suis à ma place. Donc c'est un sujet très large et en fait, voilà, le groupe est à disposition de la personne pour parler de ce sujet-là, l'aider dans cette problématique-là et donc l'idée voilà, c'est pareil, c'est une sorte de petit atelier dans l'atelier. C'est un processus cadré qui permet de, pouvoir être dans l'écoute active de, la problématique du client en fait, de la personne qui apporte sa problématique et après de pouvoir, chacun donner des idées, rebondir. Bah, moi si j'étais à ta place, voilà comment je ferais. Moi d'après mon expérience, j'ai fait ça, et là, on est vraiment dans l'intelligence collective, effectivement, où les interventions des uns des autres engendrent d'autres interventions. Et donc ça peut être une méthode, mais il peut y avoir d'autres méthodes. On peut travailler sur des outils, par exemple, simplement, travailler sur l'ikigai. Peut-être que tu connais. Ouais, alors du coup, Voilà. ouais, je vais juste faire une pause. Ouais. On est parti sur un truc sans vraiment expliquer là pour le coup, c'est de ma faute. Hein, c'est la transition, c'est moi qui dois la faire. Mais justement, par rapport à ce que tu disais, donc ça me parlait de l'établissement de règles communes, que ce soit en amont d'un atelier, en début d'un atelier, ou même, moi je me rappelle avoir utilisé quand j'ai débuté avec une équipe, d'établir des règles communes, mais qui sont issues du groupe. Et pas le manager qui impose des règles, Ouais, mais des tout règles à qui fait, sont issues c'est du ça. groupe, en disant voilà la façon dont chacun a envie dont on travaille, Mmh. de graver un peu ces règles-là dans le marbre et d'en faire un peu quelque chose, une identité pour l'équipe, que chacun puisse donner un peu son avis et son. Donc ça me parle. Et donc du Ça, coup, ouais, tout toi, à fait. sur quoi tu nous emmenais là, c'était justement comment utiliser ces ateliers d'intelligence collective dans le cadre d'une transition professionnelle pour les personnes qui vont être en recherche d'emploi ou qui vont essayer de changer d'orientation professionnelle. C'est ça, Oui, hein, c'était j'ai ce que tu donné cet voulais. exemple-là, ouais. J'ai donné cet Ouais. exemple-là, mais il peut y avoir d'autres, Non, mais après c'est c'est intéressant ouais. parce que justement, on parle souvent d'ateliers collectifs, créatifs, etc., pour faire avancer l'entreprise et être performant Mmh. performer une équipe, etc. Et on met un peu de côté toujours l'individu et Ouais, ses c'est ça. envies Ouais. d'évolution, ses envies de sa carrière, parce qu'aujourd'hui, les carrières, elles sont de plus en plus variées, etc. Donc, c'est intéressant qu'on aborde ce sujet, je trouve. Ouais, ouais. Oui, je peux continuer. Alors juste pour finir parce que, du coup, tu me demandais, voilà, comment, se passait un atelier. D'accord. Donc, juste et la fin, donc là, c'est vrai que j'étais partie sur la transition, du coup, on y revient Ah juste oui. après et la fin, en fait, donc dans un atelier comme ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir une partie de feedback, de savoir, voilà, comment chacun a vécu l'atelier. Est-ce que ça a été quelque chose qui est en gros, est-ce qu'ils ont senti qu'ils ont perdu du temps ou qui justement, que ça a été très enrichissant? Avec quoi ils repartent, en fait? Un point positif, un point négatif, donc le feedback, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'améliorer et aussi, d'améliorer l'engagement des personnes et de chacun, et de faire en sorte que voilà, que de progresser en fait dans le groupe en fait, dans la cohésion du groupe et dans le travail du groupe. Donc une partie feedback et une partie aussi voilà ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, on ferme la parenthèse, la déclusion, pour clôturer ça et passer au sujet de voilà, revenir dans son travail, personnel ou, passer à l'activité suivante. Alors c'est Voilà, marrant ça parce c'est que cet exercice du feedback, j'avais fait une formation de management 2 fois une semaine. On était en immersion, une dizaine de personnes en immersion totale dans un environnement fermé, d'un hôtel, etc. Et, euh,
il y avait beaucoup de choses très positives qui étaient sorties de cette formation. Mais ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à ça, Mmh. c'est-à-dire cet exercice du feedback ou feedback, bien sûr, toujours dans la tolérance, Oui. mais de se retrouver dans un groupe de 5 personnes où 4 personnes vont te faire un feedback sur la semaine, sur ce qu'ils ont compris de toi, ta personnalité, ce que tu pouvais améliorer, etc. C'est un exercice qui est très difficile, mais finalement, je trouve très bénéfique parce que si tu acceptes d'écouter ce que les autres ont à te dire, c'est quelque chose qu'on a vraiment pas l'habitude et la chance d'avoir au quotidien, que ce soit dans son travail ou même à la Mmh. maison. C'est-à-dire que dans ton travail, ton manager va te faire un feedback sur ton travail, très rarement sur ta personne, parce que sinon, après, ça devient très compliqué. Bon, à la maison, évidemment, c'est pas le lieu. Et donc, c'est un moment très important, finalement, et très, très Complètement, rare dans une tout à vie, fait. d'avoir Ouais. des gens qui prennent le temps de te, de te donner des choses qui peuvent t'aider à avancer. Bah, en fait, finalement, c'est ça, c'est le groupe à disposition aussi de l'individu. Là, on est dans ce sens-là. À partir du moment où voilà, où tu as contribué au groupe, bah, c'est un peu le cadeau. C'est, bah, comment, le groupe va pouvoir aussi m'aider dans ma posture, dans comme tu dis, dans ce que j'ai, révélé en fait de moi, et me faire progresser. Et effectivement, je reviens finalement sur ce sujet de la transition professionnelle, c'est d'où l'intelligence collective. En tout cas, ce processus, cette posture, ces outils-là sont utiles dans cette phase de transition dans laquelle justement, comme tu le dis, avoir un retour sur, bah, sur ses entre guillemets «ses talents», sur ce qu'on perçoit de nous, c'est très enrichissant parce que ça permet, on est vraiment dans la progression. Ça permet de se dire: «Bah, OK, c'est cette chose-là, c'est ce talent-là que je peux continuer à développer ou commencer à Mmh. développer en fonction de sa situation et qu'il faut que je creuse, quoi. C'est une Ok. piste à creuser et effectivement, il y a des cas d'ateliers où on a fait, sous réserve qu'on respecte justement, cette bulle de confiance et de qu'on a créée, d'authenticité, et ben, l'idée c'était d'aller justement, concrètement faire des cadeaux aux gens avec simplement un post-it et on dit: «Bah, voilà ce que j'admire chez toi, en un mot, qu'est-ce que c'est?» et d'aller, mettre, ces post-it dans les dos des personnes. Mmh. Donc tout le monde est en mouvement et chacun vient faire ses cadeaux au groupe et en fait, on se rend compte que voilà, ça génère aussi des émotions qui sont, vraiment, bah, assez fabuleuses à voir quoi, dans un groupe. Ah ouais, j'imagine très bien. J'imagine très bien comme les gens prennent plus le temps de. Souvent, sont voilà, bon, isolés dans le rush, que ce soit chez soi ou au travail, on prend plus le temps de prêter attention aux gens, évidemment. Et donc, du coup, il nous reste 5 minutes pour Ouais. traiter le dernier point qu'on voulait aborder ensemble. C'était justement comment on fonctionne ou comment on organise ce type d'atelier pour une transition professionnelle. Et bon, on peut pas parler déjà de ce point-là. Comment justement ça se passe, où on peut participer à ce type d'atelier, comment on organise ce type d'atelier dans le cadre d'une transition professionnelle. Première Ouais. question. Et puis après, on parlera de l'importance de développer son écosystème professionnel. Bah, déjà, en fait, de plus en plus, ce qui est bien, c'est que ce type de méthode collaborative, prend de l'ampleur. Donc ça se fait de plus en plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc déjà, c'est être en veille là-dessus, notamment au niveau, par exemple, des associations. Quand on est en transition professionnelle, bah, vous avez un certain nombre d'associations voilà, qui peuvent vous accompagner. Donc l'idée, c'est évidemment de pas rester seul, mais l'idée de pas rester seul, c'est non seulement pour, une question d'isolement, mais c'est aussi pour aller, voilà, confronter ses idées, à la réalité, à d'autres personnes, à d'autres, façons de faire, d'autres façons de voir et du coup, ces associations-là, elles permettent aussi elles organisent, des ateliers. Donc là, par exemple, je pense il y a notamment, bah, il y a une assoce qui s'appelle Active Action, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, en transition. Il y a l'Avarap aussi, je ne sais pas si tu connais l'Avarap qui travaille aussi en intelligence collective et sur le projet professionnel des personnes, qui fait des accompagnements. Il y a des espaces de coworking aussi
de temps en temps, quand on les suit, voilà, certains d'entre eux organisent des événements à destination des cadres en transition professionnelle, parce que l'idée, justement, on va en parler juste après, mais ces espaces-là, c'est vraiment des mines d'or aussi pour à aller explorer quand on est en transition, pour aller s'inspirer. Donc, je vous encourage en tout cas, les personnes qui écoutent, à aller voir ce qui se passe dans les espaces de coworking. Après, il y a une association, si tu es intéressé par l'intelligence collective aussi, ça s'appelle Vision Collective. C'est une association qui promeut l'intelligence collective et qui organise régulièrement des choses en distanciel et même en présentiel, avec tous les ans même un congrès. Le dernier était en avril là, à Lyon. Donc, c'est pour tester, voilà, et en particulier quand on est en transition professionnelle, mais pas seulement, pour aller s'inspirer sur les méthodes et pour rencontrer des personnes aux profils différents, c'est très intéressant d'aller s'inscrire et de participer. Après, il y a aussi notamment les bilans de compétences, des organismes de bilan de compétences, des structures qui font passer des bilans de compétences qui sont un peu plus innovantes et qui justement qui intègrent la composante collective en fait dans le bilan de compétences, et moi je trouve ça super intéressant. C'est aussi ce que je propose, parce que je fais un accompagnement comme ça, en intégrant du coup cette partie collective là. Mais il y a plusieurs organismes qui le proposent. D'accord. Donc et puis après, oui, voilà, c'est ça. Principalement, je dirais que c'est ça. Ok. Et du coup, mange pas sur l'instant promo, s'il te plaît. Tu vas avoir un instant promo juste à la fin. Ah bon, Mais d'accord. respecte le plan. Je t'ai pas envoyé de plan. Non, moi, je t'en ai pas envoyé de plan. Ce Et sera pour du la coup, prochaine fois. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, juste dernier point qu'on voulait aborder, c'était justement, toi, quelles sont tes recommandations par rapport au développement d'un écosystème professionnel, d'un réseau, ce qu'on appelle le Ouais. réseau, quoi. Et comment si tu peux nous donner quelques points rapides, très pratiques pour justement, Ouais, pour développer et son écosystème. voilà, c'est ça. Ouais, alors ça, c'est quelque chose c'est un thème de prédilection, que j'ai à cœur en tout cas de partager, développer son réseau. Alors pas dans le mode, on va dire cynique du terme, où on se dit que réseau égale piston. Non, non, non. Ça c'est pas ce que je veux faire Non. passer du tout. C'est au contraire d'aller s'inspirer, pour revenir à l'idée des étoiles là dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment de se dire, voilà, comment moi je vais pouvoir aider les personnes que je rencontre. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir comme compétences, comme talent, et qu'est-ce que elles vont pouvoir m'inspirer, de me donner comme source d'inspiration. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant, et vraiment une source vraiment d'inspiration. Et pour ça, donc l'idée, c'est vraiment de sortir. Donc là, on a parlé notamment des espaces de coworking. Donc oui, déjà, renseignez-vous autour de vous sur quels sont les espaces de coworking, parce qu'en général, autour des espaces de coworking, il y a un réseau d'entrepreneurs associés. Ils sont plus ou moins dynamiques, mais en tout cas, moi, je sais que voilà, à Toulon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment dynamiques, avec une programmation d'ateliers très réguliers. Et c'est vraiment très, très sympa pour venir s'inspirer et puis provoquer des opportunités professionnelles. Ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site de la CNER. Alors, je l'ai sous les yeux, le site. C'est la Fédération des agences d'attractivité, de développement et d'innovation. C'est en fait ils ont un annuaire de toutes les agences de développement économique en France. Donc, en fonction de sa région, d'aller surveiller en fait, de suivre l'agence de développement économique de sa région, pareil, qui draine en fait des réseaux d'entrepreneurs qui promeuvent justement l'entrepreneuriat et les actions de développement économique sur le territoire, et qui sont en fait qui sont dynamiques dans leur animation, c'est-à-dire qu'ils ont un agenda avec des conférences, des ateliers, des webinaires, et en fait ça c'est d'autant plus de moyens d'aller rencontrer des personnes, sachant que l'idée c'est si vous n'êtes pas comment dire, familier, ou en tout cas pas encore de cette démarche réseau, c'est de pas se lancer sur des sujets qui nous intéressent pas, hein, parce que là c'est d'autant plus compliqué, mais au contraire d'aller choisir un sujet, vraiment un fil directeur, ce que j'appelle tirer le fil d'un sujet qui nous intéresse énormément. Par exemple, moi à l'époque c'était tout ce qui était conduite du changement, transformation des organisations.
et d'aller trouver des conférences, des webinaires auprès des acteurs de développement économique ou des coworking sur ces thèmes-là. Et là, vous allez rencontrer des personnes qui partagent en fait les mêmes centres d'intérêt que vous. Et de fil en aiguille, vous allez rebondir sur d'autres personnes, et puis ça va converger en fait. Et ça, à la fois, ça, voilà, c'est comme on le disait, c'est source d'inspiration, mais aussi ça permet aussi de comprendre comment on fonctionne, parce qu'on peut expérimenter aussi dans ce cadre-là. Comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on développe pour qu'on soit plus épanoui dans nos prochaines expériences professionnelles. Voilà. Et puis je dirais dernière chose, vraiment, je vous conseille de participer à un Startup Weekend parce que vraiment, c'est des lieux vraiment hyper inspirants. Et puis même si comme moi vous vous dites ah ben non mais moi j'ai un profil généraliste, je sais pas ce que je peux apporter. Ben en fait on trouve toujours sa place, et puis à partir du moment où on donne justement, il y aura toujours un groupe, un collectif pour recevoir ça de façon bienveillante et enrichissante. Donc Ah, ça, c'est donc vraiment marrant parce que c'était une question que je m'étais posée au sein de. Il y avait un truc comme ça qui était proposé en Allemagne au sein de Siemens, et puis je m'étais dit bah non, mais de toute façon moi je suis trop généraliste, tout ce que je fais ça, je pourrais rien apporter, donc finalement non. Et du coup ça, ton point il est super important. ouais, Cassez vos croyances limitantes dans ce genre de choses, et vous trouverez toujours des gens qui vont être plus bienveillants ou prêts à vous accueillir de c'est toute ça. façon. Et Parce que puis c'est un environnement où les gens ont l'habitude de s'entraider aussi, exactement. et de recevoir et de donner et de recevoir. Donc Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et puis en fait, moi, pour la petite histoire, oui, j'avais même appelé, au moment de l'inscription, j'avais eu la personne qui organisait le Startup Weekend, et je lui avais dit ça. Je lui avais dit: «Mais moi, je sais pas trop ce que je peux vous apporter», et voilà, elle m'a rassurée là-dessus. On a tous le droit d'être là, en fait, hein, et notamment quand on est en transition professionnelle, en recherche d'emploi. On n'a pas à poser notre valise avec, ce qu'on est, nos compétences, nos talents, donc on peut apporter ça. Et effectivement, d'autant plus quand, comme tu le dis, ouais, des profils généralistes, et moi la première, bah, on a quelque chose à apporter dans le sens où, bah, on peut justement, bah, apporter notre connaissance qui est pas spécialisée, mais de plusieurs sujets, et en fait réorienter des personnes sur un autre sujet, ou en tout cas c'est comme ça qu'on rebondit. On est toujours dans l'intelligence collective aussi. Donc ça, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une croyance limitante. Mais il faut juste se dire qu'on a le droit d'être là, et que l'idée, c'est d'oser. Voilà, on revient toujours à ce mot-là, mais oser s'inscrire. Et si vous voyez, par exemple, sur les en parlant de croyances limitantes, sur les formulaires d'inscription entreprise, nom, prénom, entreprise, et ben vous mettez indépendant, même si vous êtes en recherche d'emploi, que vous n'avez pas d'entreprise, vous mettez indépendant, et ça passe tout seul. Et puis ça vous permet de participer sereinement. très bien. Et là, on est à 50 minutes tout pile, et on arrive à l'instant promo. Donc, tu as Ah une oui, minute pour faire la promotion de ton activité, parce que c'est très courageux ce que tu fais. Tu te lances toi aussi ouais, en tant qu'indépendant. Donc, vas-y, profites-en. Les millions d'auditeurs qui nous écoutent comme ça pourront, les millions, les milliards. les milliards, oui, oui. On est diffusé Rien en Chine aussi, rien que ça. apparemment. Bah, c'est gentil. En tout cas, je te remercie, hein, de m'avoir proposé ce podcast. Et puis, bah, pour ma minute promo, alors, bah, en fait, bah, moi, finalement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que bah, finalement, la composante intelligence collective, elle fait partie, c'est une part entière de mon activité. C'est quelque chose que, voilà, que je développe, que je vis. Donc moi, bah, c'est l'année dernière, j'ai conçu un accompagnement justement pour accompagner les cadres en recherche d'emploi à construire leur projet professionnel en osant et en adoptant l'état d'esprit des entrepreneurs. Et l'idée, c'est ça, c'est développer son écosystème professionnel, adopter une posture qui est solution, orientée solution, offreur de services, et puis aussi adopter cette posture apprenante et d'expérimentation. Donc à la fois avec un parcours, et puis un parcours en ligne, et puis des ateliers d'intelligence collective avec d'autres personnes en recherche d'emploi. Et puis, j'ai un autre pan qui est destiné aux personnes, bah, aux professionnels, en entreprise, et puis, par exemple, les cabinets RH notamment, pour justement les aider à mettre en place, plus d'intelligence collective dans leur pratique d'accompagnement.
pour plus d'impact, d'engagement, de cohésion et pour concernant les entreprises aussi pour fidéliser les talents et faire en sorte de développer ses collaborateurs. Parfait. Donc voilà. Instant promo rondement mené. Bon, Et c'est super. Mais Chloé, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Disponibilité. Ouais. Et je te dis bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie surtout. Et bonne continuation à toi aussi alors. Merci. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyez un email à contact@systemsales.fr. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.